Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose un nouveau format de vidéo qui sera je pense mensuel et qui vous listera les nouveautés que l'équipe de Flutter est en train de nous concocter. Alors pour le moment j'ai pas encore trouvé de nom, alors si toutefois vous avez quelques petites idées, surtout n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires pour que le prochain numéro je puisse l'adopter. Alors concrètement Flutter 3.7 ça a été annoncé à la fin janvier et on va donc voir les nouveautés qu'il y a eu depuis. Et bien évidemment je vais vous faire qu'une sélection car si je devais vous lister sinon tous les commits je pense que vous tiendrez pas plus de 30 secondes. Alors on va commencer tout de suite avec, comme pour chaque nouvelle version, un certain nombre d'API qui sont dépréciés avant d'être retirés ensuite. Et c'est le cas notamment de l'attribut Brightness sur les app bars ou de l'Accent Color. Là-dessus je vous renvoie vers le site de Flutter qui en parle déjà et vous permet déjà aussi de vous y préparer. Mais bon, j'imagine que vous voulez des vraies nouveautés et on va commencer par le tree shaking, c'est-à-dire une fonctionnalité qui consiste à retirer le code qui n'est pas utilisé. Et d'une manière générale, cette technique elle est utilisée lors de la génération des builds en mode release, histoire d'avoir le package le plus petit possible. Et une fonctionnalité que vous n'avez peut-être jamais remarqué, car elle est déjà disponible sur Flutter 3.3, c'est le tree shaking des polices d'icônes. En réalité, quand vous utilisez les icônes matérielles, c'est une police qui fait une centaine de kilooctets. Mais si vous regardez par exemple le contenu des APK générés avec le compteur, ça ne fait que quelques octets. Ça vient donc du fait que le strict minimum est conservé grâce à ce tree shaking. Et sur la prochaine version de Flutter, vous aurez maintenant un message explicite lorsque vous lancerez le build en mode release qui vous dira combien vous avez économisé avec un certain pourcentage. Et si toutefois vous voulez le désactiver, il y a désormais un argument qui s'appelle No Tree Shaking Icons à donner, histoire que dans ce cas-là, l'icône en entier soit conservée. D'ailleurs, si on regarde dans l'APK, il y a aussi un shader qui est utilisé pour l'effet de ripple sur les boutons. Et là aussi, petite nouveauté, c'est que sur Android, c'est plus SKSL, c'est-à-dire Skia, qui est utilisé pour compiler ce fichier, mais bien la déclinaison Android d'Impeller. Comme quoi, finalement, on nous parlait beaucoup d'Impeller sur iOS, mais ça commence aussi à se concrétiser sur Android. Là-dessus se rajoute une petite nouveauté qu'on retrouve dans les classes Icons de matériel, c'est l'annotation Static Icon Provider. En gros, elle est là pour dire au mécanisme de tree shaking qu'il y a certes plein de variables de type const, mais qu'il est possible de les ignorer et ainsi de les supprimer du build si toutefois, bien évidemment, ces icônes ne sont pas utilisées. Côté widgets, jusqu'à présent, les colonnes row et flex n'avaient pas de constructeur en const car on peut uniquement en donner au niveau des children, et bien désormais, vous pourrez le faire avec donc le constructeur. A noter que la même chose devrait arriver pour les containers, mais là encore, c'est pas encore du tout mergé car la pull request elle est encore en cours de discussion. D'ailleurs, toujours dans les choses en discussion, un listener pourrait faire son apparition pour être notifié quand l'application se ferme, et vous pourriez même l'empêcher de se fermer. Et bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus vu que c'est qu'embrouillant pour le moment. Toujours dans les widgets, vous savez qu'il existe des widgets comme le Circular Progress Indicator qui a un constructeur en adaptive et ça permet de dire de prendre le bon widget qu'on soit en matériel ou en Cupertino. Et bien désormais vous aurez la même chose avec le Refresh Indicator qui sera soit un Circular Progress Indicator en matériel, soit un Cupertino Activity Indicator sur Cupertino. Ensuite, sur vos scaffolds ou app bar, vous pouvez utiliser les icônes pour revenir en arrière avec la petite flèche ou encore afficher l'icône du drawer. Pour ça, vous avez des widgets tout prêts comme le back button ou encore le drawer button. Et désormais, vous aurez dans le thème data de la Material App un Action Icon Theme dans lequel vous pourrez redéfinir l'icône qui s'affiche pour le back, le close, le drawer de gauche et aussi celui de droite. Je vais ensuite vous lister quelques attributs qui ont été ajoutés sur les widgets, rien de transcendant, mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Sur les drop-down buttons, on peut désormais donner le padding qu'il y a autour du texte et de la flèche. Si on poursuit, j'avoue que celui-ci ne sera pas remarqué par le monde, mais l'arrondi des checkbox va être légèrement un peu plus prononcé qu'auparavant. Toujours dans ces détails que personne ne va remarquer ou presque, le scroll sur Android, il n'était pas parfaitement reproduit. Par exemple, la longueur du scroll, elle était un peu moins grande et c'est donc corrigé. Si on regarde ensuite les list tiles, vous pouvez désormais indiquer l'alignement du titre, soit directement en passant l'info sur le widget, soit en la donnant via le list tile theme data. D'ailleurs, en parlant des list tiles, il existe une variante avec une checkbox et qui s'appelle donc checkbox list tile. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas tout à fait les mêmes arguments que dans les list tiles, et c'est donc désormais corrigé. Et pareil avec les radio list tiles et les switch list tiles. Et comme j'essaye de faire des belles transitions, vu que je viens de vous parler des switches, il y a désormais un attribut Track Outline Color qui permet de dire quelle est la couleur de la bordure extérieure des switches. Et enfin, pour finir avec les nouveautés sur les widgets, vous pouvez définir un Action Overflow Threshold sur les snack bars. Alors je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer et on va dire que ce threshold il vaut 25%, ce qui est d'ailleurs la valeur par défaut. Alors si toutefois le contenu du bouton d'action il fait moins de 25%, il s'affichera à côté du texte, mais s'il dépasse ce pourcentage, il y aura alors un retour à la ligne. Maintenant, si vous utilisez la fonctionnalité Resize Image, vous avez une policy qui peut être en exact ou en fit. Alors je vous montre ici vite fait la différence, qui est assez subtile d'ailleurs.
En gros, le fit, ça s'assure de ne jamais déformer l'image. Mais maintenant, on va passer à du plus intéressant. Déjà, quand vous utilisez des inherited widgets, vous avez les fameuses méthodes of, et généralement ça appelle en réalité la méthode depend on inherited widget of exact type sur le build context, ce qui permet non seulement de remonter dans l'arbre, mais aussi de s'abonner aux changements sur cet inherited widget. C'est-à-dire que si le contenu de l'inherited widget change, eh bien le widget qui est appelé le of, il en sera notifié et donc rebuildé. Et la nouveauté, c'est que sur le build context, vous avez une variante qui s'appelle le getInheritedWidget of exact type, qui permet seulement de remonter l'arbre pour retrouver le widget en question, mais il n'y aura pas le lien d'abonnement qui sera créé. Donc si l'inheritedWidget change, le widget fils qui est appelé, il n'en sera pas notifié. Et une autre nouveauté qui tourne un peu autour du même sujet, c'est l'ajout d'un widget nommé LookupBoundary. Le principe aujourd'hui, c'est que quand vous appelez les méthodes of, elle permet de remonter l'arbre des widgets jusqu'à trouver l'occurrence, par exemple celle d'un thème. Et là-dessus, il n'y a rien qui va changer. Si toutefois vous venez injecter un LookupBoundary dans votre arbre, vous pouvez toujours appeler les méthodes sur le build context et là-dessus il y a zéro changement, il n'y a vraiment rien qui va changer. Par contre, si vous faites non pas un build context.dependOnInheritedWidget par exemple, mais plutôt un LookupBoundary et la méthode en question, dans ce cas-là, la recherche elle va s'arrêter au niveau du LookupBoundary et ça remontera pas au-dessus. En gros, l'idée c'est de mettre une sorte de barrière pour ne dire « ne va pas chercher plus loin que là où je suis ». Mais comme je vous ai bien dit, cette mécanique, elle ne marche bien que si vous faites LookupBoundary.la méthode, car avec le build context, là-dessus, vraiment rien ne change, donc pas de breaking change à prévoir. Bon, là-dessus, j'imagine que vous avez à peu près compris le fonctionnement, mais peut-être que vous allez me dire, dans quel cas est-ce que ça peut être utile, et pour ça, la doc, elle nous donne un exemple. Alors pour vous rappeler, on a 3 arbres en Flutter, l'arbre des widgets, celui des éléments, et enfin l'arbre de rendu. Et dans l'idée, chaque widget a un élément, et potentiellement l'élément, il peut être connecté à un nœud de l'arbre de rendu s'il y a besoin de dessiner. Mais sans rentrer dans les détails, il se peut que dans certains cas, l'élément ne s'attache pas au bon nœud de l'arbre de rendu. Et de ce fait, la notion d'arborescence, elle est plus comme elle devrait. Dans ce cas, le LookupBoundary, il peut être utile pour finalement cacher cette partie de l'arborescence qui est un peu cassée, car elle se comporte pas comme elle le devrait. Mais bon, ça c'est plutôt sur des cas qu'on manipule assez peu fréquemment, et je vous en donner un qui me semble un peu plus concret. On va imaginer que vous ayez un thème custom que vous ne voulez rendre accessible qu'à une partie de votre interface. Dans ce cas-là, vous l'injectez le thème tout en haut, et dès que vous n'en avez plus besoin, paf, vous mettez un LookupBoundary et ça devient totalement invisible. Voilà donc pour les nouveautés sur les pull requests que j'ai pu trouver sur le Git de Flutter, sachant que j'ai pas fouiné ni sur celui de Dart ni sur le moteur, histoire quand même de vous proposer quelque chose d'assez compréhensible. Mais avant de se quitter, quand même, une petite news, car c'est Eric Seidel qui nous a présenté une vidéo. Alors juste avant de la regarder, il faut quand même savoir que c'est l'un des créateurs de Flutter et qui aujourd'hui a créé sa boîte en indépendant, après avoir quitté Google il y a à peu près 6 mois. Et l'idée c'est qu'il veut fournir des services pour améliorer justement Flutter, et dans cette vidéo il explique qu'il est très simple de mettre à jour les versions sur le web, mais que ce soit sur Android ou iOS, il faut forcément déployer les nouvelles versions en passant par les stores, et il faut attendre que les utilisateurs les téléchargent pour que ce soit pris en compte. Et dans la démo qu'Eric Seidel nous montre, il devient possible de pusher une nouvelle version du code à distance, sans avoir besoin justement de mettre à jour une nouvelle version sur les stores. Dans l'idée, ça va pas couper net l'appli, mais lors du prochain redémarrage, le changement de code se fera, histoire que ce soit transparent pour les utilisateurs. Alors pour le moment, c'est qu'une démo et rien n'est disponible, mais vous pouvez aller sur le site de Shortbird pour vous inscrire et participer à la fonctionnalité en Early Access dès qu'elle sera bien sûr disponible. Et voilà, c'était pour les principales infos autour de Flutter pour ce mois de février. J'espère en tout cas que ce concept vous aura plu, et d'ailleurs n'hésitez pas à me proposer des noms pour ce format dans les commentaires. Et si tout se passe bien, normalement on devrait se donner rendez-vous dans un mois pour donc le mois de mars. Mais quand même avant, n'hésitez pas à faire le petit like si la vidéo vous a plu, et pourquoi ne pas jeter un œil aussi sur la playlist Flutter de la chaîne, car vous verrez, il y a plein de tutos qui sont disponibles. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau format, et moi je vous dis à bientôt.